Dans l'actualité du 13h15, Nabagui Mpolé, désormais roi des Zungrantenga, c'est au cours d'une cérémonie appelée Entrée au palais que le nouveau souverain a été intronisé et à l'issue de laquelle ses sujets et notables sont venus lui faire allégeance. Images et ambiance dans ce journal. Et puis au Venezuela, duel entre le président Maduro et l'opposition dans les rues vénézuéliennes. L'opposition exigeait samedi le départ de Nicolas Maduro. Cela faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas manifesté dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. À Tenkodogo, le royaume des Zungrantenga célèbre son nouveau roi. Nabagui Mpolé succède à Nabasaga, décédé en fin janvier 2016. C'est au cours d'une cérémonie appelée Entrée au palais que le nouveau souverain a été intronisé. Et à l'issue de cette intronisation, ses notables et ses sujets peuvent enfin venir lui faire allégeance. Issa Lankwande. Un jour nouveau se lève sur le royaume de Zungrantenga. Avec lui, l'espoir suscité par l'intronisation de son nouvel empereur. L'essentiel du rituel marquant sa prise de pouvoir s'est déroulé la veille. Son nom de règne, Nabagui Mpolé, le jeune lion. Ce matin de samedi, l'on se presse pour prêter allégeance à sa majesté, nouveau gardien des traditions de Tenkodogo. L'instant est solennel et c'est le Dapore Naba, Premier ministre, qui s'y prête le premier en compagnie de sa délégation. Après sa nomination, on a envoyé dans sa cour. Et la logique veut que tout le monde vienne les saluer. Et vous avez vu même ce matin, moi je suis venu avec ma délégation. Après ça, nous allons l'accompagner à visiter aussi les KMC. Les autres délégations peuvent ensuite se plier à la coutume et rendre hommage au roi. L'intronisation de Nabagui Mpolé s'est accompagnée d'une faveur de la nature. Tenkodogo a reçu sa première pluie de la saison. Alors on y voit un signe de la providence. Hier soir, quand il a mis pied sur la pluie qui l'accompagne pour rentrer dans sa cour. Donc c'est pour dire que vraiment le ciel a été pour nous. Et on est très contents de ça. Après la cérémonie de prestation d'allégeance, le roi peut rejoindre son palais. Il en ressort quelques instants plus tard. L'ultime étape consiste à faire le tour de quelques sites sacrés de la ville, mais aussi de se faire connaître de ses sujets. C'est fini pour la 3e édition des journées promotionnelles des fruits et légumes du Bazega, une foire qui a permis aux visiteurs en 72 heures de se procurer des produits bio locaux. C'est également une occasion pour les producteurs de présenter les spéculations produites dans la localité. Et pour couronner tout, les meilleures pratiques ont été récompensées et encouragées. Dramandadia. Des oranges, de la banane, de l'oignon, des choux et tomates, bref, divers produits maraîchers et fruitiers exposés dans une cinquantaine de stands se laissent apprécier ici, à Sapone. Nous sommes à la 3e édition des journées promotionnelles des fruits et légumes du Bazega. Cette année, les conséquences sanitaires et environnementales liées à l'utilisation abusive des pesticides dans la production de ces spéculations est au cœur des préoccupations. On assiste de plus en plus à l'utilisation abusive et incontrôlée de pesticides. C'est pourquoi j'interpelle et j'encourage nos vaillants producteurs à utiliser les pesticides homologués. Certains d'entre nous ne connaissent pas les pesticides homologués et cela nous préoccupe vraiment au sein de l'Union. Nous sommes conscients qu'il faut poursuivre la sensibilisation et continuer d'encadrer les producteurs. À cette doléance s'ajoutent bien d'autres. Problèmes d'écoulement et de conservation de leurs produits, cherté des intrants sur la place du marché, insuffisance des retenues d'eau et des espaces aménagés pour le maraîchage. Du haut de la tribune, les autorités locales et les partenaires techniques et financiers disent avoir pris bonne note. Et sur place, les meilleurs fruitiers et maraîchers de la province ont reçu des intrants et du matériel de travail. De quoi les galvaniser à produire davantage des fruits et légumes en quantité et en qualité. Environ 5000 Burkinabés sont installés au Bénin, dans ce pays voisin. Les Burkinabés sont dans presque tous les secteurs formels comme informels. Palessier Christophe fait partie de ces Burkinabés. C'est un jeune Burkinabé installé depuis 2001 à Cotonou.
Il est dans le commerce de véhicules d'occasion. Comment se portent ses affaires? Pascal Canet l'a rencontré de retour de Cotonou, son reportage. Des véhicules à perte de vue au port de Cotonou. Au milieu de ce décor, un homme porte le maillot des étalons. Palaissier Christophe est burkinabé et il dit être là pour vendre des voitures à ceux qui ont l'argent. L'aventure commence pour lui de l'autre côté de la frontière, au Togo. Mais en 2001, il flaire des opportunités au Bénin et depuis, Palais s'est installé ici. Dans son parc de vente de véhicules d'occasion, Palais se sent comme un poisson dans l'eau. Ici, puisque ici on ne dérange pas au fait, on ne va pas aller juste à te demander tu es de quelle nationalité. C'est un monde qui est ouvert parce que ici on a presque toutes les nationalités. Palais vend souvent ses véhicules à des revendeurs comme à des particuliers burkinabés. Mais il est dit, il est difficile de traiter avec les compatriotes car eux ne sont pas des clients ordinaires. C'est un Burkinabé, là c'est un peu compliqué parce que le Burkinabé il faut tout faire pour que ça soit correct. Parce que le problème au Burkina, j'aime le dire, j'ai dit tout le monde se connaît. On se connaît tous, on n'est pas assez nombreux, donc on se connaît tous par personne interposée. Comme on dit, bon, un tel, dit oui, le faux type là. Et du coup, si l'autre dit, le faux type, si tu perds un client, dis-toi que c'est 100 clients que tu perds. Malgré la charge de ses activités, Palais reste attaché à son Europénie natale. Il y retourne d'ailleurs au moins 2 fois par an. Et comme la plupart de ses compatriotes, il a vécu difficilement la crise politique au Burkina Faso. Et on appelait à chaque fois permanemment et dans les réseaux sociaux aussi. Et à chaque fois, comme tous les week-ends, presque, souvent les soirs, quand il y a urgence, on se regroupe dans un restaurant d'une compatriote et on fait les débats du pays et tout ça. Et on critique et on fait nos propositions aussi. Voilà. Et ça nous a tous touchés. Et heureusement que ça s'est bien terminé. Il y a eu les élections, il y a un nouveau président. Bon, que Dieu aide les Burkina. Le souhait de Palais est que cette stabilité retrouvée perdure afin que les affaires reprennent. Ainsi, il pourra aussi vendre ses voitures aux Burkinabés qui ont l'argent, comme il aime bien le dire. Des Burkinabés qui ont l'argent. Retour à Ouagadougou, où la Ligue islamique a pensé aux pensionnaires du centre d'Eluende de Ouagadougou. Ces responsables sont allés faire don cette semaine de vivres et d'huile alimentaire aux personnes du 3e âge de ce centre. C'est une façon pour la Ligue islamique de célébrer la journée internationale de la femme. Abdourahmane Zango. La joie de ces 244 pensionnaires n'est pas fortuite. Cette fois-ci, le 8 mars en est le grand prétexte. Si la quantité et la valeur du don sont imaginables, le geste lui reste inestimable. Elle est très reconnaissante, donc je vous remercie infiniment. Ils ont eu des vivres, et donc ça veut dire que le 8 mars, elles seront en fête comme toutes les autres femmes du monde entier. Voilà, donc ça veut dire qu'elles vont se retrouver dans leur dignité le 8 mars en tant que femmes. La LIPF, Ligue islamique pour la paix au Faso, est à l'origine de ce cérémonial sobre, mais qui n'en traduit pas moins son sens. Et ce geste, il est très simple. Bon, on a jugé quand même nécessaire, comme ces vieilles qui sont attangées, je pense qu'eux aussi, ils ont besoin de faire le 8 mars. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de les apporter un plus pour qu'à leur manière, ils puissent quand même fêter la fête du 8 mars. La date immédiate après le 7 mars n'est donc pas forcément l'apanage d'une classe aisée, civilisée, supposée au réel. Ce jour demeure aussi le jour de celle-là, discutablement indexée quelque part comme l'enfer. En attendant, ce temps fait vivrait également son paradis du 8 mars 2016. Aux États-Unis, la grosse frayeur de Donald Trump lors d'un meeting à Dayton. Après les violents incidents qui ont conduit à l'annulation de son meeting prévu vendredi à Chicago, Donald Trump a poursuivi sa campagne dans l'Ohio avec un discours prononcé devant son avion personnel sur la piste de l'aéroport de Dayton. Un opposant au candidat aux primaires républicaines a tenté de s'inviter sur l'estrade au milieu de l'allocution, provoquant la panique du milliardaire américain et celle des services secrets qui se sont précipités pour l'entourer. Après avoir repris ses esprits, Trump accuse un homme lié au groupe État islamique. Après Chicago, c'est à Dayton que Donald Trump a été chahuté par un manifestant. Alors qu'il battait campagne en bordure de la piste de l'aéroport de cette ville de l'Ohio où l'attendaient des milliers de partisans,
Le candidat à la primaire républicaine a été interrompu dans son discours par un homme qui a tenté de monter sur scène. Un homme lié à l'État islamique, a tweeté plus tard le milliardaire. Et puis lors d'un nouveau meeting à Kansas City, il s'est montré plus menaçant à l'égard des trublions de ces derniers jours. Je ne veux pas détruire la vie des gens, mais la seule façon d'arrêter cette folie, c'est de porter plainte. Parce qu'à ce moment-là, leurs vies vont être ruinées. Ils vont voir ce que c'est. Donc je vais vous dire, les gars, à partir de maintenant, si vous faites quoi que ce soit, nous portons plainte, ok? Alors que la campagne de Donald Trump est émaillée par ailleurs d'insultes envers ses adversaires, et pas seulement, le président Barack Obama a appelé ce samedi les candidats en liste pour la Maison-Blanche à rejeter les railleries de la cour d'école. L'affreuse rhétorique de la division de Donald Trump et l'encouragement à la violence et à l'agression, a renchéri Hillary Clinton, ne sont pas seulement mauvais, mais dangereux. Si vous jouez avec le feu, vous allez causer un incendie incontrôlable. Ce mardi sera à nouveau un Super Tuesday aux États-Unis. 5 grands États, la Floride, l'Illinois, le Missouri, l'Ohio et la Caroline du Nord, voteront pour les primaires. Je vous le disais en titre, l'opposition vénézuélienne, forte de sa majorité parlementaire, a mobilisé samedi des milliers de manifestants dans le pays pour tenter de faire partir le président Nicolás Maduro, qui a rétorqué par une démonstration de force parallèle. La démission du président vénézuélien Nicolás Maduro, c'est ce qu'il réclame haut et fort, exaspéré par l'inflation galopante et les pénuries. L'opposition désormais majoritaire au Parlement a lancé des procédures pour tenter d'organiser un référendum ou de raccourcir le mandat du président, mais elle devrait être bloquée par les hautes institutions proches du pouvoir, d'où l'appel à la pression populaire. Je suis ici parce que je veux demander avec ma signature, ma présence, ma voix, le départ de ce président corrompu qui a ruiné le Venezuela, dit cette manifestante. C'est un message que nous lançons au monde. Le Venezuela dit, ça suffit, nous en avons assez de Maduro. Les gens sont sortis dans les rues et ne rentreront pas chez eux jusqu'à ce que Nicolás Maduro démissionne. Mais l'intéressé a bien l'intention d'aller jusqu'au bout de son mandat en 2019 et il a profité d'un décret américain renouvelant des sanctions contre le Venezuela pour mobiliser ses troupes. Nous ne demandons aucune faveur, a martelé le président chaviste. Nous demandons ce qui est notre droit, que le Venezuela ne soit pas menacé par un gouvernement étranger, que le Venezuela ne soit pas menacé par l'empire Yankee. Pour identifier ceux qui sont de son côté, Nicolás Maduro a même annoncé qu'un recensement aurait lieu à partir du 1er avril et ses soutiens sont priés de se manifester. Ils se verront remettre une carte à puce. À Beyrouth, les Libanais ont manifesté leur colère samedi contre la crise des déchets qui dure depuis l'été dernier. Ils étaient près de 2000 rassemblés près du siège du gouvernement. Un gouvernement qui a affirmé au même moment avoir trouvé une solution à cette crise sans convaincre la foule. Ils disent vouloir donner un dernier avertissement au gouvernement. Quelques 3000 personnes ont manifesté dans le centre de Beyrouth pour dénoncer l'incurie des dirigeants, la corruption. Le problème, toujours cette crise des déchets qui s'empile dans tout le Liban depuis la fermeture en juillet 2015 de la plus grande décharge du pays. Le mouvement Vous puez a depuis permis de drainer des centaines de protestataires dans la rue. Cette fois, il menace de paralyser le pays. Nous voulons dire aux déchets qui sont dans les ministères que nous allons rester dans la rue jusqu'à ce qu'ils partent, eux et les déchets. Nous n'allons pas nous user. Nous sommes dans la rue depuis 8 mois, ça va continuer. Autour de Beyrouth, ce sont des routes ou des montagnes de poubelles qui défigurent le paysage. Le gouvernement a annoncé ce samedi un plan sur 4 ans. La première étape est la réouverture de la décharge fermée l'année dernière, une mesure jusque-là très controversée. 2 autres décharges devraient voir le jour dans la banlieue de Beyrouth. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouvera. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.